You are being placed into conference in muted mode. Bienvenue au Centre de foresterie des Laurentides. Je suis Dominique Saint-Pierre, je suis le directeur général ici du Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada. La conférence d'aujourd'hui porte sur la recherche et l'innovation des cultures qui s'entrechoquent et elle va être diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Canada. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous présente notre conférencier, M. Stéphane Renoux. Donc, M. Renoux occupe le poste de président et chef de la direction de FP Innovation depuis décembre 2017. FP Innovation se spécialise dans la création de solutions scientifiques novatrices afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale. Diplômé en génie électrique et en génie chimique, en plus de détenir une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Colorado, M. Renoux possède une grande expérience en recherche et développement, combinée à de solides connaissances commerciales et entrepreneuriales. Avant de se joindre à FP Innovation, Stéphane a cumulé de nombreuses années d'expérience chez General Electric, où il a occupé des postes de direction dans plusieurs divisions et à divers emplacements dans le monde. Et depuis son arrivée chez FP Innovation, il a recentré les priorités de l'organisation vers sa mission fondamentale afin d'augmenter la compétitivité de l'industrie forestière et la création de nouveaux marchés au sein de la bioéconomie. Je vous souhaite un excellent colloque et je laisse la parole maintenant à Stéphane. On m'a dit de rester très calme en arrière du podium, ce n'est pas mon habitude, donc si vous me voyez gesticuler et me promener, on va me ramener à l'ordre. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Écoutez, je vais vous parler d'innovation, de recherche, mais un peu plus d'innovation parce que j'imagine que la recherche, vous connaissez bien, je ne vais pas vous la décrire. Si vous me demandez la question classique, c'est quoi ton domaine de recherche à toi? Moi, mon domaine de recherche, c'est la stabilité des équations différentielles non linéaires. Donc, je suis un petit peu matheux. Si vous me demandez dans réseau d'une aujourd'hui la main levée, j'aurais des petits problèmes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Par contre, je m'amuse encore les fins de semaine à redémontrer des choses que j'ai démontrées il y a 20 ans que j'ai oubliées. Et on se réalise à quel point on devient rouillé très rapidement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une série d'expériences, une série de réflexions sur l'innovation. Je ne vais pas avoir de formule, je ne vais pas avoir de mathématiques, je ne vais pas avoir non plus de grandes visions qui s'architectent en plusieurs boîtes, mais je vais vous donner plutôt des thèmes qui sont humains. Parce que l'innovation, c'est un processus qui est essentiellement humain. Il y a des aspects de culture qui sont difficiles à capter. Je vais amener des expériences que j'ai vécues en dehors de chez FP, et après ça, je vais le rattacher à la foresterie. Donc, ce n'est pas une conférence sur la foresterie, c'est une conférence plus quels sont les grands principes d'innovation, comment l'innovation fonctionne pour qu'on réussisse à créer des grandes entreprises ou des grands vecteurs de recherche qui marchent. Je vais vous raconter des histoires dans lesquelles j'ai eu du succès, des histoires dans lesquelles je me suis complètement fait avoir. Et c'est ce que je vais vous partager un peu aujourd'hui. Donc, alors on va commencer par une définition entre scientifique et technologiste. Alors voici le petit Larousse. Le petit Larousse nous dit que l'innovation, c'est quoi? C'est l'introduction dans le processus de production et ou de vente d'un produit, d'un équipement, d'un procédé nouveau. En fait, l'innovation, ça n'a pas besoin d'être une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle équation, un nouveau principe scientifique. C'est quelque chose qu'on fait qui est différent, qui marche, qui est appliqué, qui est vendu, qui fonctionne. Et c'est ce qu'on oublie tout le temps. On parle souvent d'innovation. « Ah, j'ai une belle idée. » Ce n'est pas d'innovation. L'innovation, c'est quand on l'a vendu. C'est quand ça marche, dans le procédé. Et c'est ça qui est difficile. C'est la partie la plus difficile. Ce que c'est pas, et vous voyez ces métriques-là qui disparaissent beaucoup, surtout dans l'industrie privée. Ce n'est pas un nombre d'accumulation de brevets, ce n'est pas un nombre d'accumulation de publications, ce n'est pas juste des belles idées, ce n'est pas des intentions. C'est quelque chose qui marche. Et quand on se met dans ce contexte-là, ça redéfinit un peu, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est différent du processus d'accumulation de processance. C'est beaucoup plus un processus dans lequel on veut faire marcher quelque chose, on veut réaliser un nouveau produit, un nouveau marché, un nouveau processus. Et on va aller chercher un paquet de choses, un paquet d'idées, un paquet de processus, un paquet de connaissances pour y arriver. Donc, c'est la chose différente. Et vous savez, les brevets, les articles, c'est souvent ce que tout le monde aime mesurer. Dans un contexte académique, publish or perish, on dit en bon français, très clair. Dans une connaissance de progression scientifique, la publication est un élément important parce que c'est mesurable. Dans un processus d'innovation, la seule chose qui est vraiment mesurable, c'est l'impact économique, où ça marche pas. Très différent.
expérience personnelle, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur dans l'industrie, j'avais des brevets. Je poussais pour le plus de brevets possible. J'ai fait peut-être 30 dépôts de brevets en l'espace de 3-4 ans. Il y en a 8 qui sont passés, tant mieux. Les autres, la compagnie ne décide pas de les passer. On a accumulé des brevets de façon fantastique. 5 ans après, on les laissait tous tomber parce que c'est une décision économique. Il y a cette espèce de balancier dans les brevets qui montaient et qui descendaient. Jusqu'au moment où moi je comprends, ça m'a pris un petit bout de temps, que c'était un processus légal et commercial et non pas un processus scientifique. Donc, ce n'est pas la bonne mesure encore. C'est un outil commercial, un outil légal pour développer des marchés. Alors, on peut le plaisir. C'est qui un innovateur? J'en mets 3 au tableau, vous les reconnaissez, j'espère. Alors, mon cher ami M. Edison, notre ami Steve Jobs et notre autre ami qui est en train de s'amuser, M. Elon Musk. Alors, si vous demandez dans la population générale c'est qui un innovateur, c'est ces 3 personnes-là qui vont sortir le plus souvent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils sont brillants, ils ont inventé plein de choses, etc. C'est fabuleux. Vous avez lu certains livres sur certains d'eux, je suis convaincu. Si on rentre dans la persona des gens et comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui a fait le succès, parfois on a une histoire un peu différente. Thomas Edison, l'invention de l'ampoule. Tout le monde se rappelle, le filament de tungstène, qui est à l'intérieur, qui a un certain coating, une certaine densité, une certaine capacité. Comment il l'a fait? Edison avait 200 techniciens, chercheurs, employés, appelez ça comme vous voulez. En fait, c'était ce qu'on appelle, en bon français, je m'excuse, mon anglais vient plus souvent, un sweatshop. 200 personnes dans un local à Schenectady, New York, qui ont essayé tout ce qui leur passait sur la main à la queue leu-leu. Le processus scientifique, on essaye le plus de choses possible, le plus rapidement possible dans toutes les dimensions jusqu'à temps que ça marche. La brillance qu'Edison avait après ce processus-là est à 2 niveaux. Le premier, c'était du crowdsourcing appliqué d'une certaine façon. Donc, j'essaie tout ce que je peux rapidement, massivement, pour trouver quelque chose qui marche. Le deuxième, c'est la quantité de brevets qu'il a émis. Ça a été le premier à utiliser la technique de faire des brevets qui bloquent les autres. Lorsque vous regardez la carrière d'Edison, vous voyez un nombre de brevets absolument incommensurable. Ce n'est pas lui qui les a inventés. C'est une équipe, son nom est dessus. Mais sa technique, quand on était en compétition avec les autres, c'était de bloquer l'espace le plus vite possible. Donc, c'est devenu un outil commercial pour lui. C'était un outil de brillance. Un gars comme Steve Jobs, vous avez lu le livre, je suis sûr, personnalité absolument extrême. Qu'est-ce qu'il a vraiment apporté que tous les autres n'ont pas apporté? Un focus sur le client incroyable, qui passait par son extrême besoin d'avoir un design épuré, mais c'est toujours un focus sur le client. Et tout se définissait par ça. Plusieurs de ces décisions n'avaient pas de sens au point de vue technique. Plusieurs de ces décisions n'ont pas eu de sens au niveau business. Il a passé par une série d'organisations qui a absolument démoli au niveau entrepreneurial, avec les gens qui s'y associaient, par un extrême au niveau du design. Par contre, à un certain moment, ça a accroché. Et là, il a révolutionné le monde par un focus constant sur le design et comment le client allait interagir avec l'objet. Elon Musk, c'est celui que j'aime le plus. Pas parce qu'il est plus brillant que les autres, mais il a radicalement changé la façon dont on fait le design. Elon Musk était prêt à faire sauter des fusées. Dans le milieu de l'aérospatial, le concept de faire une erreur, d'avoir une fusée qui ne marche pas, d'avoir des erreurs, est absolument pas là. Donc, dans le design, tout ce qu'on fait était à des niveaux de 10 à la moins 9, 10 à la moins 10, au niveau de la probabilité d'échec. Il a tassé la courbe complètement à 10 à la moins 5. Il a accepté de faire des erreurs. Parfois jusqu'à 10 à la moins 3. Donc, ce que ça fait des fusées qui coûtent beaucoup moins cher. Il a changé le paradigme de design pour accepter l'échec. Il a réussi. L'autre chose qu'il a fait qui était très brillante, en fait, il y en a 2 autres, rentrer les voitures électriques. Tout le monde adore le système de la Tesla. Comment il est rentré sur le marché? Il a été chercher des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui voulaient avoir le prestige. Il a créé un véhicule que les riches voulaient. Il est rentré sur ce marché-là, ce qui lui a permis d'offrir un véhicule à un prix absolument aberrant, mais pénétrer le marché. Dans son design, ce qu'il a fait, ce n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, ça a été de prendre toutes les approches de véhicules électriques qui existaient. Il a pris tous ces modèles-là, il a mis ça sur le nuage,
il les a fait rouler pendant des mois. Avec une approche statistique, il envoyait tous les paramètres possibles, il regardait les résultats, il essayait de trouver quelque chose qui marchait. Il est retombé sur l'approche d'Edison. Quand il a trouvé une solution qui marchait, il l'a pris, là, il l'a fait regarder par son équipe d'ingénierie qui ont utilisé un peu les paramètres. Pourquoi je le sais? J'ai failli engager son designer principal. C'est la technique fondamentale qu'il utilise. Il n'essaie pas de tout réinventer, il amène un nouveau concept, il met les gens dans un nouvel espace, et là, il reprend tout ce qui existe et les roule de façon massive sur une image. Donc, ce que ces trois personnes-là ont en commun, c'est ça. Ce sont des animaux bizarres. Ce ne sont pas des scientifiques purs, ce ne sont pas des chercheurs purs, ce ne sont pas des businessmen purs. Ce sont des gens qui ont su trouver l'intersection entre le monde des affaires et le monde technique et trouver une porte entre les deux. Ils ont fait la combinaison de deux silos. On dit souvent que l'innovation ou la création de nouvelles connaissances arrive quand on commence à mélanger des domaines. Ces trois personnes-là ont su entrechoquer le domaine des affaires et le domaine scientifique de façon très, très efficace pour trouver une nouvelle façon de créer des choses. Donc, leur innovation est surtout à ce niveau-là et ça a découlé d'une série de nouvelles innovations. Alors, ces bébites bizarres-là, qu'est-ce qu'ils partagent? Des caractéristiques qui sont absolument opposées. La plupart ont une confiance, la plupart des innovateurs que j'ai rencontrés, que ce soit à Silicon Valley ou à Munich ou à Madrid, on partage des choses qui sont très, très essentielles. Ils ont une confiance incroyable en eux. Et en même temps, ils sont présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'engagent dans des dialogues très fermes dans lesquels ils vont écouter. Ils ont des opinions fortes, mais ils vont toujours écouter. Ils vont toujours être ouverts à l'autre idée. Ils ont généralement horreur des règles établies. Par contre, ils ont une discipline de fer. La plupart de ces personnes-là, si vous regardez l'horaire qu'ils ont dans une journée, c'est absolument effarant. Ils ont une discipline personnelle incroyable, une discipline d'exécution incroyable. Par contre, ils veulent tous briser l'ensemble des règles établies. Donc, c'est les deux en même temps. Très créatifs, expérimentent tout le temps, mais veulent avoir des résultats. Quand vous attendez parler des méthodes agiles de gestion de projet, c'est typiquement le genre de méthode qui vont utiliser une très grande créativité dans des blocs où il y a un temps limite où il faut qu'on arrive à un résultat. Ce genre de caractéristiques-là, ce genre de balancier-là arrive dans certains individus. Sinon, où il faut le retrouver, c'est dans les équipes, dans les organisations. Il faut aller chercher cette combinaison-là. Pourquoi? Pour trouver cette balance entre un conflit constructif. On n'avance pas personnellement, l'équipe n'avance pas s'il n'y a pas un conflit d'idées permanent, si on n'est pas capable de discuter et de se challenger mutuellement. Donc, c'est cette collaboration, cette confrontation. Nick et moi, on jasait tantôt, dans des équipes scientifiques, parfois c'est difficile quand on a un expert qui est très renommé d'aller challenger ou d'avoir une discussion. L'expert, on a un expert, mais comment on arrive à se balancer où tout le monde peut se challenger, même si moi j'ai l'expertise dans mes petites équations à moi, que quelqu'un arrive de l'autre côté qui vient me le challenger, ça peut être inspirant, mais il faut que le dialogue s'établisse. Ça prend l'expertise profonde. Lorsqu'on veut innover, j'ai besoin d'experts qui connaissent très bien leur domaine, mais souvent, l'innovation va arriver avec quelqu'un qui n'a absolument pas rapport. Il regarde la chose d'un angle différent. Je vais vous donner comme référence une compagnie de création qui est dans Maryland, je me rappelle, qui s'appelle IDEO. Vous pouvez les chercher sur Internet, une compagnie absolument fascinante. Leur équipe de gestion de produits, de développement de nouveaux produits, d'idéation de produits et d'innovation est généralement composée d'ingénieurs, informaticiens, sociologues, anthropologues et autres disciplines complètement disconnectées. Pourquoi? Parce qu'ils forcent dans chaque équipe la création d'un flux d'idées qui est généré par un questionnement avec des néophytes et des experts qui permettent de challenger les avis. Ça prend de l'expérience technique, ça prend de la profondeur technique, de l'expertise, mais ça prend aussi ce côté technique. Ce côté du métier, du technicien, du machiniste, qui voit des choses que l'ingénieur ne voit plus. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. Je travaillais à un certain moment sur des procédés de déposition plasma. On créait des couches céramiques de 2 microns à l'aide d'un procédé plasma. On avait un problème, ça craquait tout le temps. Normal, vous pouvez me dire 2 microns, une céramique, ça va avoir tendance à craquer.
Surtout si on parle du plasma qui est à 800 degrés, puis la plaque de métal est à 50 degrés. Celui qui a trouvé le problème, c'est l'opérateur. Pourquoi? Parce que quand, à un certain moment dans le procédé, il entendait un sifflement différent du jet de plasma. Dans l'équipe, ce qui s'est produit, mon chef de projet qui s'occupait de ce groupe-là disait « Non, non, tout est beau, tout est beau. » À un certain moment donné, il y a quelqu'un qui a été parlé à l'opérateur, qui a dit « Qu'est-ce que tu en penses? » Ben, j'ai dit souvent, mon chef de projet est à l'affaire, il n'écoute pas. Ce qu'on a fait dans l'équipe qu'on a changé, on a pris tous les techniciens, les opérateurs, on était assis à la table de recherche. Et là, il y a un discours très inconfortable. Très, très inconfortable. Mais cet input-là qui est venu des opérateurs, des techniciens, a changé de design complètement, on a résolu le problème. Et à partir de ce moment-là, c'était constant. On les invitait en rotation. À chaque fois qu'un scientifique présentait, le technicien, l'opérateur devait être présent pour dire soit qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois dans là. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'écoute. Intensité d'éducation, c'est ce que j'appelle créativité et fun. Désolé, la traduction de fun, je ne la trouve pas. Dans une équipe qui crée rapidement, qui innove, il faut qu'il y ait une certaine pression de livrer quelque chose. On veut innover, on veut que ce soit réel, il y a des clients, il faut livrer dans le temps. Donc, c'est une intensité qui est là, qui force le flux créatif. Mais il faut réussir à avoir du fun à travers ça. Sur certains des projets que j'ai eu avec certaines équipes, j'ai passé des nuits blanches. Nuits blanches réelles. Travailler pendant 48 heures de fil parce qu'on a un livrable, j'ai fait encore il y a à peu près 5 ans. Mais je ne vous dirai pas le fun qu'on a eu. Intensité, panique, livrable, l'enfer. Par contre, quand il est 4 heures du matin et que l'huile sort de partout du moteur, qu'on est tous en train de mopper sur le plancher, c'est les plus belles blagues qu'on invente à ce moment-là. Il faut réussir à créer les deux. Dans l'intensité, oui, mais l'intensité, ça peut être le fun si on a le bon esprit d'équipe. Donc, la clé, c'est quoi? C'est pas facile. C'est d'assembler les bonnes équipes, de mélanger des choses, de ne pas aller avec des gens avec lesquels on se sent nécessairement à l'aise parce qu'on veut créer une stimulation là-bas. Puis à travers ça, constamment travailler sur notre sens d'écoute, notre humilité, notre créativité, le désir d'avoir du fun ensemble. Alors, des éléments clés, focus quand on veut innover. Aller dans toutes les dimensions, explorer toutes les possibilités, ça ne marche jamais. Il faut avoir un but commun, un focus. Une entreprise qui a 17 buts, une start-up qui peut faire 17 choses, ça ne marche pas. Les start-up qui réussissent ont un but très focusé avec des métriques très claires. Quand les gens sont trop déçus, ils finissent tous par s'écraser. Il faut être multidisciplinaire pour créer. Vous êtes tous des experts dans vos domaines. Le moment où on crée le plus, c'est quand on commence à avoir des discussions au lunch, à la machine à café, puis on s'explique mutuellement nos domaines, et c'est là que ça mène des idées différentes. Prototypage rapide, autre concept très important en innovation. Je peux désigner sur une feuille de papier pendant des siècles, tant que je ne l'ai pas fait, tant que je ne l'ai pas assemblé, je ne sais pas ce que je fais. C'est ma prémisse. Il y a toujours quelque chose que j'oublie qui est réel, qui est tangible, qui va arriver. Tant que je n'ai pas appliqué quelque chose pour vrai, je ne peux pas savoir. Je n'ai pas ce feedback rapide. Le rythme, vous savez, quand je suis rentré chez FP, parfois, dans certains groupes, certains chercheurs, ce n'est pas une généralité, mais j'avais des gens qui ont donné un mandat de recherche, puis après, ils venaient me voir après 6 mois. Comme je partageais tantôt, j'ai une petite tendance à aller mettre mon nez dans tous les labos, à aller parler à tout le monde tout le temps. Pourquoi? Dans le principe d'innovation rapide, dans le principe d'innovation industrielle, vous avez entendu parler de quelque chose qu'on appelle des stand-up meetings. Tous les matins, à 8 heures, on se ramasse, on dit ce qu'on a fait, on prépare le lendemain. Ça se fait en recherche. Je l'ai fait pendant 15 ans. Tous les matins, je fais à mon équipe, souvent c'est en avant d'un tableau blanc, qu'on prend notre café le matin. Toi, ça va comment? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Ça change une dynamique complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a, encore une fois, une interaction permanente entre l'équipe. C'est pas aller là et paniquer, j'ai rien fait, j'ai rien à dire. Non, non, partage. Parce que peut-être que tu es bloqué, et toi, tu es bloqué sur quelque chose et un collègue peut t'aider. Donc, le principe d'interaction hyper rapide, le principe de communiquer de façon très, très rapide. Et je vous dis quelque chose que vous savez, quel est le moment lorsqu'on est un chercheur et où on comprend vraiment pas, de mon côté, vous êtes sûrement meilleur que moi,
Mais le moment où je comprends vraiment trop, c'est quand j'écris. Quand je viens pour écrire le rapport final, quand je viens pour écrire l'article, c'est là où je arrive et je vois des trous. Je dis, oh, il faudrait que j'aille revérifier ça. Donc, dans la cohésion, dans la communication, il y a un moment, une rétroaction d'apprentissage qui est très importante. La transparence. Il y a quelque chose de magique qui arrive, puis vous le voyez dans toutes les boîtes qui font du développement de logiciels. Si vous rentrez dans une boîte qui fait du développement de logiciels, vous allez voir souvent, à l'entrée le matin, il va y avoir un grand tableau. Le grand tableau montre quoi? Tous les logiciels qui ont été écrits la journée même, les routines qui ont été écrites, ça a marché, ça n'a pas marché. Je faisais ça dans mes équipes, à chaque semaine, tout le monde devait avoir un livrable pour cette semaine-là, une nouvelle pièce de code, quelque chose, pouf, ça rentre sur le serveur, le résultat s'affiche. Tout le monde le voit. Tout le temps. Même principe encore une fois. Si quelqu'un reste bloqué, on va l'aider. Qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin d'aide? Y a quelque chose? Peut-être qu'on peut s'assembler et aller plus vite de ce côté-là, parce que le travail d'équipe se fait dans la réalisation de l'ensemble du software, de l'ensemble du logiciel. Donc, c'est un principe qui est utilisé dans la plupart des grands concepteurs de logiciels. Candeur. Vous savez, surtout au Québec, un peu moins ailleurs, on a tendance à être gentil. On n'aime pas dire aux gens que ça ne marche pas. On n'aime pas dire aux gens que tu t'es trompé. On n'aime pas confronter. Essentiel dans l'innovation, si on veut aller vite, de constamment confronter, avoir de la candeur. Pas être agressif, pas être méchant. Dire, écoute, je regarde tes choses, ça marche, ça marche pas. On peut s'en jaser. Que ce soit dans tous les aspects d'un travail, la candeur est un aspect extrêmement important. Dès qu'on essaie d'être trop gentil, on rentre dans la complaisance, on évite, on ne veut pas confronter. Mais dans la candeur, on a de la vitesse. On a aussi le respect qui se dégage. On enlève cet ombrage de je vais être correct, et tout le monde me dit que je suis correct, puis je ne sais pas vraiment. On rentre simplement sur le focus qu'on veut délivrer. Alors, vous allez me dire, Stéphane, tu me parles, dis tes grands mots, etc. Pourquoi tu me racontes ça? D'où ça sort? Je vais vous donner des références après. Il y en a plein. Plein de belles références scientifiques. Alors, maintenant, je vais revenir au niveau de la forêt. Donc, comme Dominique vous l'a dit, je me suis promené un peu partout dans plusieurs industries. Je ne suis pas forestier, je m'en excuse profondément. Je n'arriverai jamais là. Je reste avec mes équations à moi. Par contre, quand je suis arrivé en foresterie, les yeux me sont ouverts d'une façon incroyable. Je regardais la forêt, je me disais, mon Dieu, quel beau problème. Dans les autres industries où j'étais, si je réussissais au niveau business, l'environnement souffrait quand j'étais dans le pétrolier. Quand j'étais dans l'aviation, l'aérospatiale, on réussissait des prouesses techniques, mais il y avait des coûts effarants. Il y a quelque chose de magique dans l'environnement forestier où le plus on progresse, le plus on fait avancer les choses, le plus on utilise la forêt de façon correcte, de façon renouvelable, on va créer la croissance économique, on peut générer des solutions au changement climatique. Le plus on fait de substitution avec des nouveaux produits de la forêt, le plus on régénère la forêt, le plus on apporte une solution au changement climatique. Je vais parler à notre ami Patrick et au groupe de travail sur les changements climatiques pour voir leurs résultats. On est bon pour l'environnement, on est bon pour l'économie, et en plus, on est bon pour les régions. Parce que ça se fait en région. Je n'ai jamais vu de ma carrière un problème dans lequel, si je pousse et j'avance, j'ai du bénéfice à peu près partout. C'est magique, la forêt. C'est fantastique. Au niveau environnemental, c'est la même chose. Plus j'utilise la forêt, plus je la mets dans un bon état dans lequel je la renouvelle et je la replante et je la recroît, plus je peux arriver à un point où je vais aller créer un puits de carbone, si je le fais de la bonne façon. Donc, je gère la forêt, je peux créer un puits de carbone. Plus j'utilise des produits forestiers en construction pour déplacer d'autres produits, plus je séquestre du carbone. D'autres bonnes choses. Plus j'utilise la chimie du bois à extraire les bonnes molécules à la bonne place, plus je substitue des produits qui ont une empreinte carbone plus large. Donc, l'impact sur l'environnement peut être absolument incroyable. Bon, on dit quel beau problème. Tout devrait aller vite. On va régler tout ça rapidement, on va changer le monde. Bon, alors, sur quoi on travaille? Ben, on prend notre forêt, qui est notre matière première. Et je pourrais vous parler beaucoup de foresterie, mais je m'empêtrerai devant vous, donc je ne prendrai pas le risque. Mais je vais aller plutôt du côté des bioproduits.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je regarde une forêt comme ça, je vois un fantastique bouillon chimique qui peut servir à tout. Pour moi, un arbre, c'est un ensemble de molécules, de structures mécaniques que je peux décomposer pour arriver à des fins, pour aller substituer d'autres produits. Première étape, je commence par la fibre. Alors, la fibre, que je la fasse par procédé mécanique, que je la fasse par procédé chimique, je peux prendre cette fibre, je peux la modifier, je peux la transformer chimiquement, mécaniquement. Mécaniquement, je peux prendre ma belle fibre, je peux la couper en petites lamelles, je fais des filaments de cellulose. Je peux prendre ces filaments de cellulose, je vais greffer dessus des éléments chimiques de compatibilisation, je peux l'insérer dans différents médiums. Je prends la même fibre, je la fais passer à travers 2-3 procédés mécaniques, j'en crée un petit ressort. Je lui donne une flexibilité dans une dimension qui me permet d'avoir des papiers qui s'étirent. Je prends la même fibre, je commence à créer une arborescence dessus, j'en fais un velcro naturel. Donc, cette fibre, je peux la travailler, la modifier, la changer, ce qui me permet de l'impliquer dans une série de matériaux. Ça me donne un matériel avec lequel travailler. Application dans tout ce qui est emballage. On peut changer la formabilité des matériaux d'une façon incroyable. Un papier dans une dimension, maintenant, je peux prendre un papier formé de fibres seulement, avec un ajout peut-être de 1% d'élastomère, et je vais créer un papier qui s'étire à 20-25%. Dans une dimension. Le problème que j'ai présentement, c'est que dans l'autre dimension, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que mes machines à papier vont dans un sens, et c'est un problème de dimensionnalité. On peut faire ça aujourd'hui. On peut donc créer des papiers qui sont formables pour faire des emballages. On peut prendre ce même papier, on peut lui ajouter certaines propriétés chimiques, et on commence à créer des barrières. Des barrières à l'humidité, des barrières à l'huile, etc. Donc, on peut jouer avec tous ces éléments-là. On peut mettre les fibres dans le béton. Je vous parlais du velcro naturel tantôt. Donc, je prends une fibre, j'en crée un arbre avec un paquet de microfibrilles, je crée un velcro naturel, je mets ça dans le ciment. Toutes ces fibrilles-là s'entourent autour des grains de sable. Mon ciment devient 20% plus résistant qu'un ciment sans cette fibre. Donc, il y a des possibilités incroyables juste avec la fibre. Je continue. Alors, vous le savez encore plus que moi, il y a cette fabuleuse composante qui est la lignine qui nous sert à coller nos fibres ensemble. Quel beau composé chimique. Incroyable. Une soupe moléculaire absolument fantastique. Il y a deux façons d'avoir la lignine. La première, c'est de se dire, bon, la lignine, c'est une substance un peu gluante, un peu collante qui s'agglomère. C'est un élément naturel. Je peux la prendre, je peux remplacer des éléments de remplissage. Donc, dans des composites, dans le ciment encore une fois, dans les cols, je peux mettre de la lignine qui est un élément naturel pour remplacer des formaldéhydes, pour remplacer d'autres éléments et avoir une structure qui a encore des belles propriétés d'adhésion. Je peux prendre la lignine, je peux la mettre dans l'asphalte pour faire du remplissage. Je peux prendre la lignine, je peux aussi la regarder et me dire, mon Dieu, dans cette superbe molécule, je vois plein d'autres molécules dont j'ai besoin ailleurs. Je veux prendre la lignine et la raffiner. De la même façon qu'on fait avec du pétrole brut. Commencer à prendre la molécule de lignine et la couper en morceaux. Alors, quand je fais ça, avec quoi je me ramasse? Je me ramasse avec ce qu'on appelle des précurseurs. Des précurseurs d'un ensemble de molécules chimiques qui vont du pharmaceutique aux éléments énergétiques à un ensemble de possibilités. Il y a une suite infinie de choses qu'on peut faire avec la lignine. On la comprend mal. On a de la misère à se rendre jusque-là. Mais il y a des possibilités absolument infinies. Les sucres. Alors là, les sucres, vous avez une explosion qui est encore plus incroyable. Et là, il y a une série de thèmes techniques, j'en connais la moitié. Alors, si vous posez des questions, on va s'amuser. Mais ici, ce que je vais simplement vous montrer sur cette diapo, c'est la complexité possible à partir des sucres. Pourquoi? Dès qu'on commence à décomposer un sucre par hydrolyse avec 2-3 réactions, on rentre dans l'ensemble des réactions pétrochimiques possibles. Je crée des précurseurs à tout ce qui existe. Tous les polymères qui existent, je peux les recomposer à partir de sucre. Un ensemble d'éléments, alcool, molécules pharmaceutiques, encore une fois, peuvent être recomposés dans des sucres. C'est une source de C5 et C6 qui est fabuleuse au niveau de l'intégration. Pas de problème.
Faire des sucres à partir d'un arbre, ça coûte un peu plus cher. Par contre, si je prends un arbre, j'en extrais des fibres où ils ont de la valeur, j'extrais la lignine où elle a de la valeur, je décompose les fibres en sucre où ça a de la valeur, je peux arriver à cet équilibre de différents produits chimiques qui me permettent de les intégrer ailleurs par la suite. L'équation difficile est là. Alors, si je reviens à mes petites notes du début, pourquoi il nous parle de ça maintenant, puis avant ça, il nous parlait d'innovation, c'est quoi le lien? On regarde cet ensemble de choses. J'ai une équipe d'une certaine dimension, Dominique une équipe d'une certaine dimension, et des universités d'équipe d'une certaine dimension. Super. Il y a combien de sujets de recherche, vous pensez, dans l'ensemble de ces molécules? Des milliers. Il y a des milliers d'axes de recherche potentiels. Quel est le challenge? Sur quoi on travaille? Avec quelle intensité, quand et avec quel but? C'est le grand challenge de toute la chimie du bois, de toute la transition vers la bioéconomie. Il y a des centaines, des milliers d'idées potentielles, mais on va s'auto-créer une série d'axes de recherche parce que c'est intéressant, parce qu'on veut savoir, mais on perd à quelque part pourquoi. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et dans quel but? Alors, je mets un petit but à la base, et si on donnait un objectif, si on allait faire des bioplastiques, bon, vous me dites, il y a plein de compagnies qui ont essayé, des PLA, des PHA, des PHP, il y en a plein. Il y a plusieurs où ça ne va pas très bien, où ça n'a pas été très bien, qui ont déjà été fermés. Même les sucres, la même chose, Guillain-Barré n'a pas été une réussite. Qu'est-ce que fait que ça n'a pas marché? Combien vous êtes prêt à payer pour les bioplastiques? Combien le consommateur, à la base, est prêt à payer pour utiliser un bioplastique plutôt qu'un polyéthylène ou un polystyrène ou un PET? Quel est le marché? Quelle est la commercialisation? Quel est l'axe? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, aucun incitatif. L'incitatif personnel pourrait être là, mais je vous dis d'office que faire des bioplastiques, ça va coûter 4 à 10 fois plus cher. Ça a changé dans le marché, récemment. Et ça change de plus en plus. Ce n'est pas les politiques gouvernementales nécessairement, les gens ont changé, les gens ont des désirs. Il y a des politiques gouvernementales qui ont changé, oui. Pas ici. Certaines, il y a des belles choses qui se passent. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez les contraintes de politique qui ont été mises, les challenges qui ont été mis au niveau de l'Europe pour faire la transition, pour forcer la transition. Le marché s'est créé ailleurs. Si on vient un peu, on oublie les politiques parce que parfois c'est bien de dire que ça prend des politiques pour faire bien aller. Parlons du vrai défi. Je vais mettre mon petit chapeau industriel, je reviens dans ma zone d'innovation. C'est quoi le défi d'affaires? Quand on parle d'innovation, quand on parle de recherche. C'est quoi l'innovation dans la vraie vie? Il y a une dichotomie entre le développement des connaissances et le développement de produits et de procédés. Il y a une grosse différence entre avoir une idée, la démontrer dans le laboratoire, ce qu'on fait chez nous, ce que vous faites chez vous, et avoir un vrai produit. Quand on regarde la barre de coût, probablement 10-20% du coût se trouve dans l'idée, la recherche, l'idéation, la démonstration de produits. Le reste du coût est ailleurs. Les normes, la pénétration de marché, la commercialisation. Tous les coûts se trouvent là. C'est la partie la plus difficile. Ça prend beaucoup de talent. On a 10 000 idées de produits qu'on veut faire. On a des produits qu'on veut créer. Les équipes de commercialisation, d'ingénierie, de mise en marché sont souvent gigantesques par rapport à l'équipe d'idéation. On manque de talent. Il va falloir focuser quelque part. Le plus difficile, surtout dans l'industrie forestière, on a perdu les récepteurs. Alors, c'est quoi un récepteur? Quand je rentre dans n'importe quelle compagnie, aujourd'hui, quelle est leur équipe de recherche? Quelle est l'équipe de recherche de l'autre côté, l'équipe d'innovation, l'équipe scientifique à laquelle je peux aller parler pour transférer mes belles équations, mon beau principe, mes formules chimiques pour aller faire un produit? Ils sont de moins en moins là. Plusieurs compagnies, il n'y en a plus. Donc, on a un trou.
On a un trou d'expertise au niveau du récepteur. Ce n'est plus vrai aujourd'hui qu'on peut prendre une belle idée, voici un beau procédé, voici ce que j'ai fait dans le labo, et d'arriver dans l'industrie. De toute façon, n'importe lequel de nos grands industriels dans l'industrie forestière va dire, allez-y, faites un produit. Impossible. Ce n'est pas le talent. Donc, il faut accompagner de façon beaucoup plus profonde dans l'innovation, la création de nouveaux produits, l'entreprise, parce que l'entreprise d'elle-même n'y a pas. Elle n'a plus le talent nécessaire. L'autre grande problématique de l'industrie forestière, c'est une industrie de commodité. Si je vends un 2x4, si je vends de la pâte, je vends dans un marché de commodité. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le prix a été fixé par le marché. Ça veut dire que je n'ai pas d'équipe qui font de l'estimation de la valeur de mon produit. Je n'ai pas d'équipe marketing. Je ne sais pas comment vendre un produit à valeur ajoutée. L'ensemble des métriques de mon entreprise est basé sur le marché de commodité. On va couper nos coûts, on va réduire le moins cher possible pour rentrer dans le marché de commodité, puis on va espérer que ça nous coûte moins cher que les autres, comme ça on va faire un produit. C'est pas méchant, c'est une réalité. C'est ça le marché de commodité. Marché de produits à valeur ajoutée, le prix n'existe pas, il faut le définir. La valeur n'est pas établie, il faut la définir, il faut la créer dans l'esprit du client. Donc, d'un point de vue commercialisation, entrée de nouveaux produits, il y a toute une dynamique de marketing, de placement de produits, d'estimation de risque, de business qui n'est pas là. Il n'y a pas l'architecture pour. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas nommer des noms de compagnies ou des produits spécifiques, mais certains produits qui ont été créés. L'usine pilote a été faite. L'élément sort. La compagnie sort et dit, ben, on va faire plein d'argent, les éditeurs, on le met à tel prix. Ils n'en ont pas vendu pendant 3 ans. Il n'y a pas eu cette dynamique, il n'y a pas eu cette compréhension, cette approche, cet esprit intégré, cette connaissance de comment on rentre dans un marché de nouveaux produits. Une des solutions à ça, c'est de faire ce qu'on appelle de l'intégration verticale. Je prends les gens qui font un 2x4, je les mets avec les gens de la construction, je crée de nouvelles entreprises. Je prends des gens qui font de la pâte, je les mélange avec les gens qui font des plastiques, on crée des entreprises. Joliment dit, joliment fait, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail immense dans lequel on se ramasse avec une industrie canadienne forte du côté de la foresterie, forte dans le sens où abondante, et les autres industries ne sont pas toutes nécessairement ici. Donc, il y a des jeux de marché importants et différents. Autre dynamique d'affaires importante, je veux changer les plastiques. Je veux créer des bioplastiques. Super! Tout le monde va en acheter. Je fais mon analyse, je regarde les prix aujourd'hui pour du PET, du PEB, du PP, tous ces beaux produits-là. N'importe quel produit, il faut le penser. Et moi, j'arrive avec mon nouveau produit. Il est biologique, il est vert, il est super. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, les gens ont des ressources de l'autre côté. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle un crash pétrolier qui est en train d'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du pétrole est à un certain point. La marge qui est faite sur ce pétrole-là est gigantesque. Les gens en Arabie Saoudite, quand ils vous vendent un baril à 80 $, ça leur coûte peut-être 5-10 $ le faire. Ils vendent le baril au prix du marché. Si je viens les attaquer avec un produit qui substitue des produits pétroliers, ils vont baisser le prix, ils vont faire moins d'argent, mais ils vont m'écraser complètement. Donc, le but que je dois avoir pour substituer est beaucoup plus substantiel que de battre ce qui est sur le marché présentement, c'est d'aller battre la marge commerciale qu'ils ont en arrière de eux. D'avoir une stratégie pour y arriver. L'autre côté va réagir. Ça prend une stratégie commerciale pour n'importe quelle invention, innovation en bioproduits pour réussir à pénétrer. Ça, c'est difficile. Quand on vend de la commodité, on n'a pas cette habitude-là non plus. Quand on fait de la recherche, il faut y penser. Ce n'est pas parce que ça marche sur le chiffre présent que c'est correct. Le chiffre va changer. Le prix va changer. Donc, l'analyse doit être faite dans cette fonction-là. En fait, et le graphique ne vient pas de moi, mais mon ami Alain Chardonnay, après plusieurs discussions qu'on a eues ensemble, on essayait de formaliser ce qu'on faisait. La grande différence, on a eu un débat philosophique, et ça s'est avancé un graphe très simple, très binaire. Dans la vie, il y a un monde scientifique, académique, appelons académique, pas scientifique, parce que la science est partout, la rigueur est partout. Mais il y a un monde académique qui développe plein d'idées, plein de potentiel. Qu'est-ce qui est faisable? Alors que j'ai l'autre côté qui est le monde industriel, qui va définir pour lui qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que je peux vendre, avec quoi je peux faire un profit.
Et cette interaction entre les deux-là est là où on se trouve tout le temps mal à l'aise. C'est pas parce que c'est faisable que c'est utile. Et je ne peux pas savoir si je regarde juste ce qui est utile, je ne définis pas ce qui est faisable, je ne regarde pas ce qui est faisable, je ne peux pas faire l'interaction. Donc, cette interaction-là entre les deux est là où toute l'innovation se situe. C'est d'être capable d'aller dans le monde du faisable, d'aller chercher des éléments pour les amener du côté d'utile et de tourner la roue pour aller restimuler le milieu de développement des connaissances. C'est-à-dire, si on avait quelque chose là, moi, je peux aller créer un produit. Cette roue, cette interaction-là perpétuelle est la plus difficile et c'est ça l'innovation, c'est d'aller chercher les deux côtés. Alors, je regarde combien de temps il me reste. Pas pire. 10 minutes? Merci, monsieur. Alors, on a deux petites histoires très personnelles. Deux projets sur lesquels j'ai travaillé. Un qui est bon, un qui est mauvais. En fait, dans le résultat. Le plus beau projet de ma vie, qui a été mon premier gros projet, à peu près 25 millions par année, 200 scientifiques, 2004 à 2017. C'est ce qu'on appelle des piles à combustible céramique. Donc, au fuel en bon français, mais fait avec des membranes céramiques. Le 2 microns de céramique dont je vous parlais, c'était là-dedans. On avait inventé, pas moi, l'équipe que j'ai pris, un cycle énergétique qui nous permet d'avoir une efficacité énergétique à 66 %. Pour vous calibrer, les grandes centrales thermiques les plus efficaces au monde tournent autour de 60 % maintenant. On avait un cycle qui nous amenait à 66 %. Incroyable. On allait révolutionner le marché. 200 scientifiques, j'avais le plus gros projet scientifique chez General Electric à l'époque. On avait de l'argent qui tournait partout, la NASA, là, j'étais j'étais heureux. Et scientifiquement, c'était fabuleux. On a inventé des nouveaux métaux, des nouveaux céramiques, des cycles. Waouh, génial! À un moment donné, j'ai changé de patron. Oh! Alors arrive ce type. Il a à peine un bac en économie. C'est devenu mon nouveau patron. My God. Je pense que j'aille tout expliquer encore. Je commence à travailler. Moi, ça faisait 6 ans que l'équipe travaillait, des centaines de milliers de dollars investis. Je commence à interagir, je commence à me poser des questions. Bon, j'avais mon ego qui était comme ça, on discute, tu connais rien, tatati. 3 mois après, je vous passe un paquet d'histoires, ça t'intéresse, autour d'une bière, je vous raconterai l'ensemble des émotions à travers lesquelles je suis passé. J'en suis moi-même arrivé à une certaine conclusion. Il faut que je ferme le projet le même matin, ça ne marchera jamais. Pourquoi? La science marchait. Les produits marchaient. Le coût marchait incroyable. Il y a quelque chose que je n'avais pas mis dans ma tête. Toute mon analyse était basée sur les prix du gaz naturel, parce que dans cette centrale thermique, on fait du gaz naturel. Les prix, quand on faisait le projet, évoluaient autour de 7 à 8 $ le million de BTU. Désolé pour les unités anglaises, mais c'est comme ça qu'on fait calculer. L'économiste, dans sa brillance, m'avait éduqué sur il y a un marché, Stéphane, le marché va réagir. Et il avait raison. 2, 3 choses sont arrivées depuis ce temps-là. Le fracking, la montée des investissements du côté des pétrolières pour trouver des solutions à la demande énergétique. Donc, pendant que nous, on travaillait sur la technologie, les pétrolières ont été chercher des ressources ailleurs. Et là, le prix du gaz a fait mon projet ne valait absolument plus rien. Centaines de milliers de dollars d'investissement, belle technologie, belle science, au-dessus de 500 brevets, incroyable, ne sert absolument à rien. Ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on n'avait pas bien fait au départ, c'est d'analyser quel était le facteur de risque de la réponse des marchés. J'en ai braillé, incroyable. Par contre, j'étais sûr que ma carrière était finie, je viens de tuer le plus gros projet, j'étais mort. Le lendemain, une fois qu'ils sont bien rigolés à me voir réagir, mes chers patrons, ils m'ont dit, Stéphane, on s'embarque dans un nouveau projet. Et c'est l'autre projet après. Les éoliennes. À l'époque, 2007-2008, la plus grosse éolienne sur le marché était de l'ordre de 1,5 MW. Gamesa et d'autres commençaient à penser à des turbines de 3 MW. Aujourd'hui, en passant, on est rendu à la dernière qui vient de sortir, qui est au-dessus de 10 MW. À l'époque, passer de 1 MW à 2, c'est incroyable. Donc, Stéphane, tu as eu beaucoup de plaisir, on t'a aimé, bon, gentil, me flattait bien pour que je reste dans la compagnie et que je sois heureux. On donne un nouveau projet. Tu vas
va bâtir une nouvelle éolienne de 2,5 MW dans 2 ans. Ça va pas. 2 ans. 2,5 MW par rapport à 1 MW. Il faut que je change les systèmes électriques, il faut que je change les pales, il faut tout changer. Puis je ne connais rien, je ne suis pas ingénieur mécanique. Non, vas-y. Go. Tu as appris. Vas-y. Équipe phénoménale, fantastique. Ça nous a pris 2 ans et demi. On a monté une nouvelle turbine de scratch, manufacturée, 10 nouvelles technologies dedans. La ligne de produit est partie un an après. Qu'est-ce qu'on a fait de différent cette fois-là? Un prototype. J'avais 2 ans pour construire une turbine. J'avais une équipe de recherche. J'avais une 50aine de PhD. Chacun des PhD avait dans sa tête, il faut que la turbine soit construite dans 2 ans, sinon ça ne va pas bien. On est parti de la fin. Ça prend combien de temps pour bâtir des pales? Ça prend combien de temps pour bâtir un moteur? Qu'est-ce qu'on peut changer? Quand? Et là, quels sont l'ensemble des choses sur lesquelles l'équipe avait travaillé que je ne connaissais pas? Qu'est-ce qui peut s'insérer quand? Qu'est-ce qu'on peut aller voler ailleurs? Voler dans le terme tout à fait légal du terme. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut insérer? Comment on valide? C'est quoi le temps? On en part 5 en parallèle. L'équipe part en parallèle. Équipe bleue, équipe verte, équipe rouge. Vous compétitionnez. Le premier qui réussit, on implémente ça. Les 3 autres, après ça, on s'assemble ensemble. On est parti avec une 30aine de technologies. Après 6 mois, on avait 12. Comme je dis, il y en a à peu près 4 ou 5 qui sont implantés aujourd'hui, dont le contrôle asymétrique des pales, des systèmes qu'on appelle à voltage médium, sous des systèmes à bas voltage, des systèmes aérodynamiques de flexibilité des pales, en 2 ans. Et là, c'est de l'aéroacoustique, c'est des analyses absolument incroyables au niveau de la science. Mais le rythme, la détermination de l'équipe d'y arriver en 2 ans, ça fait toute une différence. Et ça choque. Ça s'entrechoque. Ça demande des changements de comportement importants. Donc, une bonne mauvaise histoire. Ce qui m'arrive à quelque chose qui m'arrive à moi aussi tous les matins des fois quand ça ne me tente pas de me lever, que j'appelle le syndrome Calimero. C'est trop injuste. C'est terrible. Je ne suis pas capable. Très prévalent. Chez nous tous, moi y compris. Alors, on est au Québec, on regarde. J'étais dans la grosse entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est pas pareil, Stéphane. Ils ont de l'argent. C'est pas pareil, c'est de la grosse entreprise. C'est pas pareil ici, c'est pas pareil ça. Combien d'excuses on a? C'est-à-dire on n'arrivera pas. Mais quand on regarde fondamentalement, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut faire des choix. Il faut focuser. Il faut arrêter d'en parler, il faut mettre le plan en place. Il faut collaborer. Il faut aller vite. Mais il faut faire quelque chose, il faut bouger. Ce n'est pas vrai que si on est à Silicon Valley, c'est plus facile. Il y a beaucoup d'argent à Silicon Valley. Il y a beaucoup de perdants aussi. Il y a un climat, par contre. Il faut que ça marche. Alors, je vais vous lancer un petit défi, vu qu'il reste quelques minutes. Alors, quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, je suis CFP, il y a plein de travail dont je ne vous parle pas. Je suis désolé pour les gens d'FP ici, je ne parle pas de l'ensemble des choses qu'on fait en construction. Il y a plein de belles choses. Mais quand je regarde un défi qu'on pourrait mettre sur la table demain matin, on est en train de monter le bateau, tant que moi, si on ne bouge pas, c'est ce défi des bioplastiques. Dans l'ensemble des 1000 choix de recherche qu'on a dans la bioéconomie, il y en a peu qui nous amènent à un volume gigantesque. Il y en a peu qui peuvent transformer une usine de rien, d'aller mal, de passer du papier journal où je vais mourir, à une industrie en bioproduits. Les bioplastiques ont ce potentiel-là au niveau du volume. Les bioplastiques ont ce potentiel-là aussi au niveau de la science, qui macère partout. Des chaînes de réaction pour créer n'importe quel bioplastique, vous n'avez pas besoin de sortir 50 articles scientifiques, vous faites Google. Chemical Pathway for PEBs, POX. Vous avez une 50aine de ça. N'importe quel chemin chimique, il y a des centaines de publications. Google est un ami fantastique. Vous pouvez trouver un paquet de sciences. Après ça, pour entrer dans les articles, la science, comprendre les détails. Il y a plein de choses qui existent. On se crée encore, et chez moi aussi, des projets scientifiques pour aller étudier. Il y en a plein. Il faut y arriver. C'est quoi le challenge? Le challenge, l'Europe est en avance. Il y a des compagnies d'emballage, une en particulier à qui j'ai parlé récemment, qui prennent le challenge
Ils n'ont pas mis de l'argent en espérant. Cette compagnie-là a décidé, il y a à peu près 6 mois, je vais monter une équipe. Ils ont monté une équipe sur place, tous ensemble, de près 50 personnes à travers le monde, de 800 personnes dans l'espace de quelques mois. Ils parlent à tout le monde. Ils disent, je veux un bioplastique dans mes produits dans 2 ans. Ils sont prêts à travailler avec n'importe qui. Alors, je rencontre le dirigeant. Qu'est-ce qu'il me dit? Stéphane, je ne comprends pas. Je veux travailler avec le Canada. Je rêve de travailler avec le Canada. C'est pourquoi? Vous avez tout ce qui se passe chez Rezo, chez VTT, c'est fantastique. C'est votre fibre. C'est la fibre. Pas le NDSK, il est plus long, il est plus beau. Non, non. Votre fibre. Vous avez une forêt certifiée renouvelable. Vous avez de l'hydroélectricité. Si on fait l'analyse de cycle de vie de votre fibre, c'est une des plus belles au monde. Vous ne savez pas sur quoi vous dormez. Ouf! On a une richesse incroyable que les gens ne comprennent pas pourquoi on ne va pas la chercher et pourquoi on ne développe pas. Alors, ce qui risque de nous arriver si on ne bouge pas, c'est que ça va se développer. On va prendre notre fibre comme d'habitude, on va la mettre sur des bateaux, on va envoyer la fibre, la transformation va se faire là-bas. Alors qu'on a l'opportunité de développer ça ici. Est-ce que ça va prendre? C'est justement cet engouement incroyable pour y arriver. En fait, ce bel diapositive, je l'ai présenté à notre ministre il y a quelques semaines, avec le même discours. Est-ce que j'ai des solutions? Non. Est-ce que j'ai des éléments de solution? Oui. Est-ce qu'il y en a chez vous? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui. Le but, ce n'est pas que je veux, moi, faire ça. Il faut qu'on arrive à faire des projets de cette dimension-là. Si on veut qu'une bioéconomie arrive, il va falloir qu'on prenne un cheval de Troie et qu'on l'avance là, avec un but, non pas d'avoir un ensemble d'éléments de connaissances acquis, un résultat, une usine qui tourne là, et qu'on travaille, comme dans l'exemple que je vous ai donné, il y en a plein d'autres meilleurs que le mien dans le monde, où on veut y arriver, et on travaille par en arrière, qu'est-ce qu'il faut faire? On assemble une équipe. Ça, c'est le défi. Est-ce qu'on peut gagner? Ça dépend. C'est une course. L'impact, c'est si on ne la gagne pas, ça va nous passer en dessous. Et on a malheureusement une tendance à laisser passer des choses en dessous de nous qu'on aurait pu prendre. Et c'est ça le défi de l'innovation. C'est entrepreneurial, c'est changer, c'est d'y aller, de s'oublier pour le but. C'est de focusser, d'arrêter des choses qu'on aime faire. Moi, j'aime beaucoup mieux faire mes belles équations différentielles sur du papier, c'est très amusant. Mais ça ne sert à rien. Ça m'amuse moi. Oui, ça fait des belles publications que certaines personnes ont pu lire peut-être. Par contre, si on arrive à faire quelque chose de ce genre-là, si on arrive à créer une innovation qui crée une industrie, si on arrive à mettre quelque chose sur le marché, on peut toujours se retourner. Regardez, on a réussi. On a changé quelque chose de façon profonde. Et ce qui allume l'innovation, les gens en innovation, c'est ça. De retourner et dire, ce produit-là, cette chose-là, ça a existé parce que moi, j'ai réussi à m'oublier là-dedans pour que l'équipe, pour que le produit, la compagnie, le pays, quel que soit le point de référence, on gagne pour changer quelque chose. Alors, je termine. Je ne vous mettrai pas une liste de références classiques, je vais vous donner des livres. Regardez les références dans ces livres. C'en est quelques-uns, c'est tous des livres que j'adore. Pourquoi? Parce qu'ils changent un peu notre façon de penser. C'est des grands classiques. Tous les livres de Christensen en innovation, c'est un des meilleurs écrivains sur l'innovation, académicien, phénoménal, très bien référencé, très beau. Le plus intéressant, et je connais Vijay Krish, je les ai rencontrés tous les deux, c'est le livre qui va vous décrire le mieux cette intégration entre le milieu industriel et le milieu d'innovation. En fait, dans son livre, c'est vraiment, j'ai une équipe d'opération, puis j'ai l'équipe de nouveaux produits d'entreprise, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est des métriques différentes, parce que c'est des façons de penser différentes, puis quelles sont les façons dont on peut s'aligner. Excellent bouquin. Lean Startup, Eric Ries, un mania de Silicon Valley. Un type fantastique. C'est quoi cette gestion agile-là? Comment on fait de la rétroaction rapide dans un projet? Comment on fait des stand-up? Comment on arrive à faire des projets qu'on appelle fast work, qui sont des projets super rapides, dans lesquels on a une rétroaction avec le marché très, très rapidement. Alors, un livre qui m'a surpris,
Amy de Harvard et quelqu'un des HEC. Incroyable, hein? Amy, c'est une sommité dans la sociologie de l'entreprise, des interactions dans les équipes, etc. Jean-François a fait son postdoc avec elle. Ils ont écrit un livre fascinant. Un des meilleurs livres que j'ai lus sur comment faire des équipes. Ça part de l'histoire, vous savez, cette histoire de mineurs qui sont restés coincés dans une mine au Chili. Il y a un très bon film, 33, qui a été fait là-dessus. Ça part de cette histoire-là et ça montre c'est quoi ces équipes hautement efficaces. Du commun, agilité, qu'est-ce qui est arrivé. Savez-vous que dans cette fameuse histoire des 33 mineurs qui étaient coincés, il y a une série d'articles scientifiques qui ont été publiés parce qu'ils ont dû faire de la science, inventer des nouvelles choses, et créer des nouvelles méthodes mathématiques pour les faire les rejoindre. Et ça s'est fait dans quelques mois, là, pour sauver des personnes. Exemple incroyable. Le dernier, un très bon bouquin, très révélateur aussi sur la candeur, sur l'honnêteté dans le dialogue. Vous pouvez aller après ça découper dans toutes les références et décliner comme vous voulez. Je vais simplement vous laisser sur quelques livres. L'histoire que je vous raconte, c'est des expériences personnelles, c'est de l'accumulation d'éléments, mais il y a beaucoup de documentation de littérature autour de l'innovation, comment on l'améliore, quels sont les blocages, comment on interface ces mondes de la recherche de connaissances et de la création de produits innovants. Sur ce, je vous remercie et je suis prêt à prendre toutes vos questions. J'espère que ça vous a été utile. Merci. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci, M. Renaud. Je m'appelle Patrice Bellefleur. J'animerai la période de questions aujourd'hui pour M. Renaud. Donc, les indications, en fait, pour ceux-là qui sont à distance, vous pouvez poser vos questions directement sur la boîte de chat. Sinon, pour les personnes qui sont en salle, vous pouvez vous avancer au micro et je vous ferai signe pour poser votre question alors. Donc, je vais juste faire un petit... c'est ça. J'attends les questions des gens qui sont en salle et à distance, si vous en avez. Un, deux, ça marche. Bonjour, M. Renaud. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très, très intéressant, très dynamique. Donc, Franck Renaud, Service canadien des forêts. Ici, je suis gestionnaire sciences, programmes et politique forestière. J'ai récemment suivi une formation sur les organisations apprenantes. Puis, à mesure que j'écoutais votre discours, il y avait comme un éléphant dans la pièce, qui est les relations entre les personnes. Toute l'importance à travers ce que vous avez présenté de ces interactions-là. Mais jamais vous l'avez vraiment nommé. Est-ce qu'il y a dans cet écosystème-là d'innovation, comment vous abordez ce focus-là sur l'importance des relations entre les personnes? C'est extrêmement central. Mais encore une fois, c'est basé sur une candeur, j'allais dire viscérale, mais c'est une interaction extrêmement directe basée sur le but. C'est le but qui mène l'équipe. On parle souvent de vision, de grande vision. Quand on essaie de faire des grandes visions, souvent on se perd dans une définition qui essaie d'englober tout le monde. Ce qui change dans un projet d'innovation, c'est quand le but est très clair. Ça permet de rassembler l'équipe. Dans la relation d'équipe, je vais être honnête, il y a parfois des tensions aussi. Des tensions même importantes. Ce qui nous rassemble, c'est le but. Donc, c'est des techniques de résolution de conflits qui font la différence. Accepter le conflit d'office et résoudre le conflit. Alors, la résolution de conflit, quand on va aller vite, c'est quoi? C'est enlève les émotions, enlève tes promotions, ramène-toi au but. Quelles sont tes données? Quel est ton point de vue? Qu'est-ce qui est le meilleur pour le but commun? En fait, c'est une résolution de conflit qu'on peut utiliser partout. C'est l'existence du but commun, c'est élevé pour l'organisation. C'est plus facile dans l'innovation parce que le but commun va amener tout le monde. Les métriques de performance, tout est basé sur le but. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive.
quand on centre tout sur le bio, on arrive à rassembler les gens. Mais je vais être honnête, c'est fait pour certaines personnes et c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans ce système-là. Mais c'est correct, parce qu'on a besoin de toutes sortes de choses à toutes sortes de places. Et avoir ces discussions candides-là, c'est ce qui est le plus important. Moi, ça va bien, toi, ça ne va pas, c'est correct, je t'aime. Continue à faire ce que tu fais, nous, on va par là. Merci. Bonjour, David Paris, Service canadien des forêts, je suis chercheur. Je ne suis pas du tout économiste, mais il y a une question quand je regarde le marché des bioproduits qui me revient tout le temps. C'est, comme vous l'avez montré, c'est compétitivement, on est encore loin là, du coût, 4 à 10 fois plus cher. Mais je ne comprends pas qu'on ne parle pas plus du coût final, du produit final qui est transféré à l'utilisateur. Comme moi, si je veux acheter un produit à 10 puis la barquette coûte 1 cent en plastique, puis elle coûterait 5 cents en bioproduit, je le vois à peu près pas. Puis je me demandais, dans un exemple comme ça, est-ce que à ce moment-là, je pense pour le consommateur, il n'y a pas grand-chose à faire, même une taxe carbone ou des incitatifs, des mesures de contrôle n'auraient pas grand effet parce que de toute façon, le produit se vendrait. Est-ce qu'on est limité vraiment à la valeur des compétiteurs ou est-ce qu'on devrait regarder le marché de façon plus large? Non, c'est une très bonne question. C'est intéressant parce que ce que vous dites est vrai. J'achète une barre de chocolat. Elle a un emballage plastique, généralement. Je changerais ça pour un bioproduit. La valeur finale de mon produit à l'utilisateur va être de quelques sous plus élevée. En fait, ça ne change pas vraiment la donne pour l'utilisateur final. Quel est le problème? Le problème est dans la chaîne. Encore une fois, j'ai des producteurs qui vont vendre dans un marché de commodités, qui vont vendre à d'autres éléments, etc. Les jeux économiques sont faits au milieu. Et on se barre dans le milieu. Alors, l'approche de solution, c'est quoi? Ben, c'est d'arrêter d'innover simplement pour la personne à qui je le vends. Et ce qu'on essaie de faire, c'est pas toujours facile, je vais être très honnête. J'essaie de sauter 4 étapes en amont pour parler au Nestlé, au Danone, au Unilever, tous ces gens-là. Et je vais être franc, on avait monté toute une initiative composite, c'était accepté par mon conseil d'administration, j'en ai parlé partout, et on s'est planté dans la première itération. On s'est planté, pourquoi? Ben, on disait, on va mettre de la fibre, on va mettre ci, on va mettre ça, ça va être super. Puis on a trouvé des façons que ça coûte moins cher. On s'est dit, on va aller parler à ces gens-là, voir si ça a de l'allure. Nos membres embarquaient, le gouvernement aussi, on avait des belles discussions. Là, on a commencé à être parler aux gens complètement en amont, à ces gens-là, Danone. Et là, on a eu, en bon québécois, une claque d'en face. De réaliser que, oui, votre produit était même économique, parce qu'on avait trouvé une solution pour remplacer du polypropylène pour mettre 40 de fibre, c'était plus écologique. On dit, oui, mais non. Nous, on est déjà là. Parce que ce 3 ou 4 sous dont vous parlez, pour mon consommateur à moi, c'est pas important. En fait, je vais vendre plus si j'ai un emballage qui a un feeling de papier maintenant. Avant, et je vais vous dire même plus, je vais vous rencontrer, celle-là m'a vraiment épaté. Des fois, ils s'arrangent pour que ça se sente comme du papier, mais ce n'est pas du papier maintenant. C'est ça le marketing. Mais ils sont déjà là. Le problème, c'est que par nos habitudes, on est coincé à essayer de vendre dans ce milieu de commodité où là, le jeu est différent. Mais si on va complètement en amont, on réalise ce qu'ils ont vraiment besoin. Et là, on réalise que ces gens-là, si j'avais du PHA, PHB à centaines de milliers de tonnes demain matin, ils l'achèteraient. Mais je me suis fait coincer dans le processus. Je n'ai pas été parler à la bonne personne. Je n'ai pas été chercher le client. Ça va là? Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance dans la salle? Ah, ça va être difficile. Non. Donc, Dominique Saint-Pierre, ma question, moi, est assez pointue. Un thème sur lequel j'ai accroché dans votre présentation, c'est lorsque vous avez fait mention de la perte des récepteurs, cette interface entre le monde académique de la recherche, donc duquel on est ici au Centre de foresterie des Laurentides, et l'absence d'interlocuteurs, dans le fond, dans l'industrie, notamment forestière, bon, c'est le cas qui nous intéresse. J'aimerais vous entendre à savoir, est-ce que
comment on peut pallier à ce manque-là, qu'on n'a plus cet interlocuteur en R&D? Comment on peut aller plus loin avec eux? Parce que parler directement aux gens de marketing, c'est pas toujours évident. C'est deux dialogues, c'est deux langages complètement différents. Donc, un mot là-dessus, peut-être? Oui, mais c'est une question difficile. C'est sûr que j'allais en avoir une. Il n'y a pas de réponse magique. En fait, ce que j'observe, c'est que ça dépend de la compagnie, de la culture de la compagnie. Dans certains cas, c'est un accompagnement plus profond. Il faut aller plus loin dans la solution. La compagnie s'apprête bien à ça. Dans d'autres cas, c'est d'installer des récepteurs sur place. Donc, carrément des employés sur place qui vivent avec eux pour les ramener ça. Il n'y a pas une réponse unique. Ça dépend beaucoup de la culture à laquelle on s'attache et comment le faire. Mais c'est une problématique importante. Je vais vous faire une citation d'une discussion que j'ai avec un CEO d'industrie sans le nommer. On parlait de recherche. J'ai des très beaux projets. Je préfère ce projet-là. Ça peut vous sauver 1 million par année dans chacune de vos usines. Il me regarde, écoute, Stéphane, je ne comprends pas. Ça, c'est de la recherche. Ça vient qu'un risque X. Puis, je suis d'accord avec toi. Je te fais confiance. Peut-être que le risque, c'est pas 40 parce que c'est toi, ça va être 10. Donc, merci, tu es trop gentil. Correct. Je vais te comparer avec quoi je compare. Moi, j'ai une liste de 200 projets de bêtes. Changer tel pièce d'équipement, changer tel truc, changer tel machin, etc., qui vont tous me rapporter le même montant, mais dans 3 mois. Pourquoi? L'industrie forestière, compte tenu de l'ensemble des challenges, je ne rentrerai pas du côté des politiques, etc., parce que c'est un terrain un peu plus glissant, mais un ensemble de contraintes qui fait qu'ils ont une encaisse qui est plus limitée, un budget d'investissement capital qui est plus limité, et ces trucs plus hauts risques-là tombent en bas de la ligne maintenant. Donc, c'est un des problèmes. Donc, c'est pour ça que ce sont des parties des récepteurs, c'est qu'il y avait déjà une très grande liste de trucs tout simplement opérationnels qu'ils pouvaient faire, qui ramenaient des profits intéressants. Donc, l'attention et l'investissement interne pour des choses un peu plus longue durée. Un retour sur investissement de plus qu'1 an et demi, on n'a même pas une discussion, là. On n'a même pas une discussion. Est-ce qu'il y a un intérêt pour un grand changement? Oui, mais ça ne viendra jamais de leur côté, parce qu'ils ont déjà cette longue liste de choses à court terme qu'ils peuvent faire, des manques d'enquête. Donc, c'est là qu'il y a une dynamique gouvernementale, sociétale, recherche qu'il faut aller créer parce qu'il faut les aider à quelque part. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes, ils ont déjà un beau carnet de choses à faire qui inclut des choses moins simples. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est la réponse la plus honnête que je peux donner. Merci. Merci, Dominique. Nous allons maintenant aller vers les gens les participants qui sont à distance. Une question de Nicolas Bourque. Vous pouvez la lire si vous voulez, là. Sinon, je peux aussi la lire. Donc, concernant le marché des bioplastiques, vous avez parlé de la réaction du marché pour le secteur des fuel cells ayant compromis la rentabilité d'un projet. Comment anticipez-vous la réaction du marché des bioplastiques traditionnels envers l'arrivée des bioplastiques? Quelle serait la bonne stratégie commerciale? Allez très vite. Le problème des bioplastiques en tant que stratégie, c'est que on se retombe dans un marché de commodités. Que ce soit un bioplastique ou non un bioplastique, on retombe dans un marché de commodités. Donc, dans une stratégie internationale, ce qui va arriver, c'est la Chine, d'autres endroits à faible coût vont y rentrer avec des investissements gouvernementaux massifs, puis vont rafler le marché de la commodité. Alors, je retombe sur le point de vue stratégique. Quel est le différenciateur? Très bon livre de Marketing, Differentiate or Die. Un livre des années 60. C'est le meilleur livre de marketing, une plaquette de 50 pages, achetez-le 2 pièces sur Amazon. Pardon, j'ai fait de la publicité. Mais ce que ce livre de marketing-là nous dit, c'est après tous les ensembles des théories qui existent, à quelque part, il faut être différencié. Si j'ai quelque chose de différent à offrir, on a une chance. Au Canada, je l'ai mentionné, je le rementionne, l'aspect qui me frappe, c'est l'aspect d'analyse cycle de vie de notre fibre, la valeur carbone de notre fibre. Elle nous différencie. Elle nous différencie drastiquement d'un marché chinois où l'énergie est principalement du charbon. J'ai un exemple que vous connaissez probablement tous. Une auto électrique au Québec, c'est vert. Une auto électrique en Chine, ça pollue. Aussi simple que ça. Parce que l'électricité vient du charbon. Même chose pour la fibre. Je fais de la fibre dans un procédé TMP mécanique, ça prend de l'énergie. Je le fais à partir de l'électricité. Super. Je le fais ailleurs avec une forme d'énergie thermique.
C'est pas la même chose. Donc, dans une stratégie où les gens vont demander de plus en plus un impact carbone positif, ben, il y a une stratégie de différenciation que le Canada a. Par contre, du point de vue technologique, etc., il n'y a pas de stratégie économique qui va être viable si je n'ai pas une réponse rapide. Il faut rentrer dans ces marchés-là rapidement. Tous les marchés de commodités ou les marchés de consommateurs sont des marchés qui changent à toutes les années. Donc, il faut y aller très rapidement, faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait, si on avance, on évolue. Sinon, on manque le bateau. Merci. Ici dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, encore une fois, j'inviterai les gens à distance à poser leurs questions si jamais il y en a. Sinon, on pourrait terminer la session de la période de questions. Donc, on va terminer. Donc, merci, M. Renaud, pour votre présentation intitulée « Recherche et innovation des cultures qui s'entrechoquent ». Merci aussi à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. Et puis, en terminant, bien, je vous invite en fait au prochain colloque qui aura lieu le 26 mars, qui va s'intituler « Bioéconomie de proximité au cœur du développement des régions forestières ». Et le conférencier sera Marzouk Benali, qui est gestionnaire du programme de bioraffinage chez Canmet Énergie Varennes de Ressources naturelles Canada. Donc, merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée. Merci.